Bonjour à tous les Shinigami. Aujourd'hui, on braque les projecteurs sur un personnage qui est plutôt controversé. Beaucoup de vidéos sur les Shinigami, certaines sur les Arrancars, mais à ce jour, aucune, si ce n'est la seconde vidéo de la chaîne, sur Yuabach, le roi des Quincy. Quel autre guerrier Quincy de choix pouvais-je choisir, si ce n'est Uryu Ishida, le Stand Ritter d'élite, choisi par sa majesté en personne, pour lui succéder. Uryu est un personnage subtil, raffiné et doté d'un très grand intellect, d'un esprit d'analyse hors pair. C'est le genre de gars qui réfléchit avant d'agir et, comme peut le souligner Taito Kubo Sensei, il déteste se lancer à l'aventure sans avoir un plan. C'est un personnage dont je traite aujourd'hui puisque, en quelque sorte, il représente une forme d'alter ego à Ichigo, que ce soit sa tenue, son caractère, son style de combat, ces deux-là ont été conçus pour être des contraires. Si l'un a apporté une forme de souplesse vis-à-vis des réglementations, des lois et des doctrines de Soul Society et des Shinigami, l'autre se devait, en théorie, redorer le blason du clan déchu, qui est la race Quincy. Si j'ai choisi de parler d'Uryu aujourd'hui, c'est parce que c'est un personnage central à l'histoire, qui fait son apparition à la fin du tome 4 et qui reste un élément central de la B-Team malgré son aversion pour les Shinigami. Mayuri, Soken ou encore Ryuken seront des figures clés quant au développement d'Ishida. Je parle de déchéance ici puisque, contrairement à son alter ego, qui aura su briller plus d'une fois dans l'œuvre, Uryu, après un traitement irréprochable aux petits oignons à l'arc Soul Society, se verra crescendo baisser, selon moi, au fil des arcs, pour au final ne pas avoir eu toute l'estime qu'il aurait pu recevoir à l'arc ultime qui plus est, son arc signature, The Blood Warfare. Uryu dispose d'une forme d'ego vis-à-vis d'Ichigo. Il est tout ce qui peut l'énerver, et même si leur pseudo-rivalité fut rapidement mise de côté et n'est pas aussi flagrante qu'un Sangoku Vegeta, qu'un Naruto Sasuke ou encore qu'un Ren Yu Asakura du manga Shaman King, je me dois personnellement de comparer Uryu à Kurosaki puisque selon moi, ces deux-là représentent les deux parties d'une même pièce. Et bien sûr, je parle de traitement global, on va pas uniquement se pencher sur l'aspect combat ou sur les power-up. Allez, c'est parti. Uryu apparaît pour la première fois de l'œuvre au chapitre 33, Working Future 7. Dès les premières cases, on observe de sa part un air hautain, une forme de rejet envers Ichigo et sa liaison électrique envers Kurosaki est limite déjà engagée. Au chapitre d'après, Quincy Archer Hate You, scan 34, donc déjà le nom du chapitre annonce la couleur, Ichigo, qui débute dans sa fonction de Shinigami remplaçant, peine à détecter la présence de Holo. Uryu, avec son air nonchalant et sa froideur immuable, terrasse le monstre avec une insolence effroyable. Cette unique scène permet de monter d'un cran dans le lore de Bleach d'une part. Là, Ichigo ne se bat plus contre des holos de bas étage, mais il doit se mesurer à un humain de la même classe que lui, disposant d'une bonne maîtrise de ses pouvoirs, mais surtout appartenant au peuple Quincy, maître de la destruction, qui est une forme de variante au Shinigami. C'est plus tard que Rukia explique les divergences d'opinion entre Shinigami et Quincy, et Kishida annonce que l'extermination des Quincy a été préméditée par les Shinigami. Ici, on constate un personnage torturé depuis l'enfance pour des motifs qui le dépassent totalement. Laisser des innocents mourir pour réguler l'équilibre du monde, quitte à perdre ses proches, c'est injuste. Pire encore, quand on apprend que Soken Ishida, son grand-père, acculé par des Huge Holo, fut laissé à l'abandon par des Shinigami. Tu te dis, ok, le gars a toutes les raisons possibles d'en vouloir à la terre entière, aux Shinigami plus précisément. Uryu, contrairement à Ichigo, s'entraîne dès son plus jeune âge. Le type dispose d'un savoir remarquable, par exemple quand il tire les liens spirituels d'Ichigo des Shinigami qui sont rouges. Ce qui m'a embêté, c'est qu'on voit son aversion impitoyable envers les Shinigami, sa rancœur étouffante contre eux, et Ichigo lui fait un peu la morale, une petite tape sur le crâne et hop, ces 10 années de haine et de rancœur se sont limite envolées. Surtout que par la suite, avec Mayuri, Ryuken qui lui a remis sur la table le fait d'arrêter de voir les Shinigami, etc. Bon, c'était pour sauver Yorihime, mais par la suite, il sauve Rukia qui est quand même une Shinigami, alors que, en bref, Uryu râle beaucoup, mais au final, il va à l'encontre de ce qu'il dit. Donc c'est un personnage qui fait un peu l'inverse de ce qu'il fait. Ça me rappelle un certain personnage, ça d'ailleurs. La scène du Menos Grande est intéressante, puisque c'est Uryu, avec son intellect, qui sauve la mise. Surtout, ce qui est touchant ici, c'est la prise de risque qu'Uryu a effectuée en sauvant Ichigo, qui avait libéré en lui trop d'énergie spirituelle. Le bras en sang
la déclaration qu'il fait à Kurosaki, le flashback et le serment qu'il s'était fait envers Soken, c'était vraiment très beau. Et surtout, ici, on observe une évolution caractérielle du personnage. Son combat en off-screen contre Abarai ne m'a pas dérangé puisque sa défaite permettait de donner de la crédibilité à Abarai et d'annoncer quelque chose de plus vaste encore pour l'univers de Bleach. Sa confession envers Urahara est touchante et cette défaite permettra d'avoir un glow-up d'Ishida qui reviendra survitaminé pour l'arc suivant, Soul Society. Si Karakura Town permet le développement des protagonistes de l'histoire, de mettre en avant leurs objectifs, pouvoirs, etc., Uryu, à l'arc Soul Society, fait du sale. Ce combat contre Jirobo est une masterclass. On constate que ses capacités ont été accrues, que son arc dispose d'un nouveau design, et sa défaite contre Abarai et ses 10 jours d'entraînement ont enfin porté leurs fruits. Déjà que Jirobo et son charisme d'huître ne jouent pas en sa faveur, le gars, en plus d'être moche, s'attaque exclusivement à Orihime, n'a aucun scrupule. Uryu, qui d'une part a vu ses traits de caractère répugnants de la part de Ikanzaka, lui déroge une correction de type magistral sur 20, de 2, oublie son Aketsu et Hakushui qui permettent d'appuyer encore une fois les connaissances propres à Ishida sur les Shinigami, et de 3, il humilie son adversaire avec des punchlines tout aussi épiques. Bref, c'est incroyable. Le prochain combat que je vais citer est personnellement mon préféré d'Ishida, de tout Bleach, de par les enjeux, les techniques, la chorégraphie, tout est sublime. Mayuri Kurotsushi nous est livré comme un réel fils de Satan. Le gars sacrifie ses soldats, est abject envers Nemo, et cela nous est montré même au-delà des autres divisions. C'est le personnage le plus détestable à ce jour qui nous ont montré chez les Shinigami, et personnellement je kiffais cet aspect très immoral du personnage. Avec des individus comme lui, comme Ginishimaru, comme Byakuya, comme Zaraki, on avait vraiment l'impression que le Soul Society regorgeait d'une belle brochette d'enflure dans leur rang. Mais au-delà de son caractère détestable, c'est lui qui se chargeait d'examiner, d'étudier les Quincy survivants ramenés au bureau de développement technologique. Si ça avait été que ça, juste là, ça aurait été. Ok, tu te dis, bon ok, le gars il examine les survivants. Mais quand on apprend que Kurotsushi s'est amusé à broyer, brûler, mutiler les survivants Quincy, pire encore, la photo de Soken Ishida. Plus de retour en arrière possible. Ce combat nous offre un panel de techniques Quincy encore nouveau. Ratsutengai, Irentiaku, une technique intéressante qu'Uryu maîtrise à son jeune âge. Mayuri, qui le désigne lui-même comme un génie, c'est inédit, et même côté Shinigami, le tout premier Bankai de l'œuvre dévoilé dans ce combat spectaculaire. Tout est à conserver ici et rien n'est à jeter. Et le dénouement de l'affrontement, le serment envers Soken brisé, la nouvelle forme d'Uryu, les frissons sont présents quand je relis, je revois ce combat-là. Que ça soit en anime ou en manga, c'est incroyable. Alors qu'il s'était juré de le tuer au nom de l'honneur des Quincy, il arrive à faire preuve de bonté en accordant une première fois la vie sauve à Mayuri, malgré les atrocités qu'il a commises et avouées juste avant. D'ailleurs, cette scène-là me rappelle quand Goku laissa Freezer en vie à l'arc Freezer, et c'est marrant parce que Mayuri et Freezer ont le même seiyuu en japonais, donc voilà, c'est la petite information pas piquée des hannetons. Bref, Arc Soul Society, Uryu, il m'a régalé de A à Z, c'est impeccable, et sa défaite contre Tozen n'est pas problématique et inévitable, parce que le gars, il pouvait pas s'en sortir autrement, quoi. Enfin, passons à l'arc suivant, Arc Wekomondo. J'aimerais faire une petite parenthèse de l'arc Bound. Bon, je sais que c'est un hors-série et qu'il n'a pas aidé à l'émancipation de Bleach, au contraire, malgré de bonnes idées. Uryu n'a pas eu un rôle fameux dedans, et dispose d'une variante à Kojak pour ses pouvoirs, mais cet arc est très critiqué et n'aide pas à conserver la hype récente qu'Uryu a pu nous livrer à l'Arc Soul Society. Et je parle de ça ici puisque beaucoup de nouveaux spectateurs se lançant dans l'aventure Bleach pensent que l'arc Bound est canon. Quand on commence Bleach, on a un peu du mal. Et ça peut laisser un avis biaisé sur le personnage d'Uryu et sur l'œuvre en général. Bref, l'arc Bound n'aide pas Uryu à avoir la place qu'il mérite auprès des fans, et voilà, la parenthèse est fermée. Arc Wekomondo. Bon, avant l'arc Wekomondo, il y a une nouvelle fois la phase d'entraînement des protagonistes avant de pénétrer le territoire ennemi. Et quand on voit Uryu galérer face à un semi-holo alors qu'il a mis à l'amende Mayuri avant ça, je pense que ça nous a tous chagrinés. Et là, Kubo Sensei nous introduit, à mon humble avis, le Quincy le plus charismatique de toute l'œuvre, Ryuken fucking Ishida, l'élite des élites Force Quincy. La relation père-fils entre ces deux-là est assez amère, mais quel plaisir de voir à l'œuvre Ryuken qui est encore plus apathique, calculateur et froid que son enfant.
J'aime beaucoup suivre les phases d'entraînement des personnages dans les mangas, et celle de d'Ishida Ryuken est très agréable à suivre. Elle permet d'étoffer une nouvelle fois le panel de techniques Kunsi, emploi de Ginto, de Glitz, de Aizen, de mettre en lumière deux personnages qui, à ce jour, n'avaient quasiment jamais eu liaison, dialogue, aux yeux du lecteur du moins. Ichigo, lui, devra attendre bien plus tard avant d'avoir sa liaison, son entraînement avec son papa. Cette phase était excellente. Ce qui m'a déçu, c'est que l'on ne reverra plus jamais à l'action Ryuken qui, putain, est le personnage qui mérite tellement plus. Ceux qui ont fait l'arc final doivent savoir de ce que je veux dire, je pense. Et aussi le serment qu'il ordonne à son fils soit une nouvelle fois brisé instantanément. Je sais qu'il a agi cette fois pour Orihime et qu'il n'a pas, aux yeux du lecteur en tout cas, acquiescé la condition de son père de plus revoir les Shinigami. Mais le petit archer qui avait tant de vices en lui a changé trop rapidement, trop facilement selon moi. Surtout quand on a pris les saloperies récentes de Mayuri, mais passons. Au chapitre 240, Regulation. Enfin, nos trois acteurs principaux de la B-Team partent à l'action. On constate de superbes planches d'Ichigo, Chad et Oryu infiltrer le territoire ennemi ici. Et quand ces deux personnages lancent les hostilités pour s'occuper du menu frutin, c'était délicieux. Knuckle et Haro, deux personnages au maximum de leur capacité, et encore une fois, Ishida adopte un nouveau style de combat. Alors qu'avant c'était très linéaire dans sa façon de se battre, les Ginto et les nouvelles techniques enseignées par Ryuken sans doute, on dispose d'une approche d'un mode de bataille plus réfléchi, plus intellectuel du personnage à la Shikamaru, et c'est un pari assez réussi qu'a su instaurer Kubo Sensei. Le seul bémol subjectif que j'ai à y redire est la nouvelle forme de Kojak, qui auparavant était impeccable. Là, on dirait une toile d'araignée de fil de Reishi. Donnez-moi votre avis en commentaire, mais moi j'ai pas trop validé cette nouvelle forme de l'arc. Uryu et Chad envoient la sauce et abattent avec aisance leurs opposants. Voilà, petite parenthèse, ce personnage-là, on voit à la fin du tome 3 de Bleach. Donc même Kubo, il a un petit peu son skill dans le foreshadowing. Son combat avec Sirushi est très bon. Je ne le kiffe pas spécialement, mais il permet une nouvelle fois de voir de nouvelles aptitudes d'Uryu, sa grande vivacité d'esprit et surtout les fruits de son entraînement avec son papa Ryuken. Mon cœur. Bon, par contre, Uryu, quand on déclare des vérités comme ça et que c'est faux, on préfère s'abstenir, je note. La phase Aiel Aporo est assez intéressante. De 1, le fait qu'il vienne prêter main forte à Renji, alors que 2 arcs précédents, ce dernier l'avait laissé pour mort, je trouve ça très beau. Cela montre une nouvelle fois la bonté d'Ishida, malgré un aspect parfois coincé, et me rappelle la fois où Gaara sauva Rock Lee contre Kimimaru. Parce que ces deux-là étaient aussi pas rivaux, mais ils se sont affrontés, quoi. On est dans le même concept ici, et on peut observer un Uryu psychologiquement en paix avec ses remords du passé, puisqu'il aide cette fois un vrai Shinigami, et même Soul Society par la suite, et rompt accessoirement son serment avec Ryuken pour de bon. Ça m'est un peu embêté que Renji, accouplé à Uryu et par l'utilisation de superbes attaques combinées, n'ait pas réussi à vaincre Zael, quand Ichigo de son côté seul parvint à terrasser le numéro 6. Et que Renji, qui selon moi est le vice-capitaine le plus puissant des vice-capitaines, combiné à Ishida, ne parviennent pas à éliminer Zael, je trouve que ça met pas trop en valeur le duo. Après, je sais que Zael était dans sa salle spéciale et qu'il trichait vu qu'il annihilait les pouvoirs de ses opposants, mais c'est un peu dommage, ça met pas le duo en valeur. Là, le cas Mayuri ressurgit. Le duo ne parvint pas à battre Zael, cela lui donne de la crédibilité. Quand Itsugaya révèle que les Arrancars sont des monstres de puissance, et si t'accouples à ça la résurrection, la technique des poupées, Gabriel, etc., même si les numéros 8, les deux en face n'avaient au final pas de moyen concret de gagner. Ce qui m'a déplu avec Mayuri, c'est que l'on a constaté que Uryu a un bon fond et qu'il peut faire des actes rédempteurs envers les Shinigami. Mais quand le capitaine se pointe, j'aurais voulu un coup de gueule de la part d'Ishida du genre t'as rien à faire ici, ou encore je préfère mourir que d'être sauvé par toi. Mais rien. Pire encore, il s'inquiète de l'état de son Zanpakuto. De 1, il s'allie une nouvelle fois au Shinigami, mais pire encore, avec celui qui participait à l'extermination de son peuple et de Soken. C'est impardonnable. Cet aspect-là m'a déçu du personnage et il aurait dû être mieux traité. Enfin, bien après, Uryu aura droit à une intervention in extremis non négligeable versus Yami.
Alors que ce dernier allait se faire une joie d'aplatir Inoue une seconde fois, Ishida, qui apparaît une nouvelle fois comme le Messie, c'est ultra stylé, vient prêter main forte à Kurosaki tout en prenant le soin de nous sortir des punchlines au calme. C'est super bien joué. Mala suerte. Je compatis, Yami. Bon, il n'a pas pu réellement battre Yami Rialgo puisque, face au Lordesse caché, c'était impossible en somme de terrasser à lui seul ce colosse. 20 ans enfin après cette rixe contre Yami et la défaite de Kurosaki contre Ulquiorra, le plus bel acte d'abnégation d'Oryu et peut-être vous me diriez la meilleure scène de notre Stern Ritter adoré. On savait que c'était perdu d'avance, mais putain qu'est-ce que c'était bon, qu'est-ce que c'était beau de voir jusqu'où Ishida est prêt à aller, jusqu'à perdre son bras, sa vie pour ses compagnons. Je dis magnifique. Et cette scène me rappelle un peu la scène quand Zoro, pas se sacrifie, mais contre Kuma. C'est très beau ce genre de scène, et là c'était incroyable. Pourquoi défiance alors avec toutes ces séquences masterclass que je n'arrête pas de citer depuis le début? Vous le comprendrez bien assez tôt en poussant mon analyse d'Oryu dans les 2 derniers arcs de l'œuvre. Arc Fullbring. Bon ici, ça va être concis étant donné la durée de cet arc, mais bon. Ce qui me chagrine ici, ce n'est pas le fait qu'Oryu se soit fait mettre à l'amende de manière sournoise par Ginjo. Une attaque surprise bien placée, ça peut arriver à tout le monde en vrai. Surtout que, comme le souligne Ginjo, le fait de laisser Oryu en vie et de ne pas lui insérer Book of the End ajoute un effet énigmatique aux yeux du lecteur. Quelle angoisse pour nous lecteurs de voir Ichigo acculé face aux sournoiseries de Tsukishima, aux épreuves qu'il a dû traverser, se battre involontairement contre ses proches, etc. Le coup de génie ultime est lorsque Ginjo se refait toucher une seconde fois par Tsukishima. Là, c'est évident pour nous, mais ceux qui attendaient à l'ancienne, semaine après semaine, la parution des chapitres, cela devait être infernal. Mais est-ce que Oryu est un allié? Est-ce qu'il est un ennemi? Oryu est la clé en termes d'intrigue, de ressources et de développement de l'arc. Il était le seul à avoir vu les capacités de l'ennemi et préparé pendant son rétablissement la contre-attaque. Son combat en coop contre Ginjo est intéressant. On voit encore une nouvelle fois sa capacité d'analyse de ce dernier. Mon problème est que au lieu d'avoir un combat masterclass et sublime comme Kurosaki nous a fait part à l'épisode 366, lui, ainsi que Chad et Inoue, se font voler la vedette par Soul Society. L'arc Fullbring est très méprisé et divise. On le traitera en détail dans une autre vidéo, mais pour rendre ses lettres de noblesse à Oryu, juste un combat contre Tsukishima aurait été au top. Le gars est tacticien, se bat à distance, a déjà appréhendé les pouvoirs de l'ennemi. Il était le candidat idéal pour nous offrir un combat bien technique et intéressant à regarder contre Tsukishima. Mais l'auteur a, je pense, choisi un schéma de facilité en ramenant les Shinigami les plus hype du Gotei 13. Et surtout que ce combat-là aurait permis à Oryu de reprendre sa vraie revanche contre Tsukishima et Ginjo. Mais passons. Attention, je ne crache absolument pas sur le combat Byakuya-Tsukishima, qui est l'une des rares choses qui sauvent cet arc, mais Oryu ici me laisse un goût indifférent à la fin de l'arc Fullbring. En plus, sa nouvelle coupe de cheveux, son arc qui retrouve sa forme initiale, visuellement c'est certainement lui avec Tatsuki qui m'ont le plus séduit. Mais si l'arc Fullbring ne participe pas à l'expansion exigible d'Ishida, cela le fait limite que stagner. Et c'est vraiment à son arc dédié que mes exigences n'ont pas été remplies. Arc Quincy. Comment réaliser un travail d'analyse sur notre Oryu Ishida sans évoquer son arc clé qui est la guerre millénaire sanglante. Bon, j'essaie d'être concis puisque j'ai déjà beaucoup parlé aujourd'hui, mais que dire si ce n'est que l'arc final de Bleach a tenté d'apporter beaucoup à l'œuvre, au développement du lore, à énormément de questions que les fans ont pu se poser sur certains personnages, mais quand on observe que cet arc est censé être l'arc mettant en lumière Ishida, j'ai le regret de dire qu'il n'a pas su combler mes attentes. Le concept de faire d'Oryu un agent double est une idée très judicieuse. C'est l'arc Quincy tout de même, et lorsque Ichigo se rend au Wekumundo peu après son combat contre Asbiano, on sent que Oryu qui décline sa proposition de l'accompagner prépare quelque chose. J'ai eu un choc quand j'ai vu cette image. Quelle prestance, quelle aura, quel charisme. Et quand Yua le désigne comme son successeur, mon cerveau a littéralement explosé. C'était du bon, c'était du lourd, c'est là où la place d'Oryu se devait être, au centre de l'intrigue Quincy. Mais au final, sur 19 tomes, Oryu aura eu un aspect très moindre dans cette guerre sanglante. De 1. On n'a jamais su comment il rejoint les Stern Ritters. Un flashback, une rétrospection aurait été appréciée ici. De 2.
De tout l'arc, il n'aura eu au final qu'un seul combat qui, je l'avoue, est excellent quant aux enjeux et techniques qu'il propose, mais si tu le compares aux exploits d'Ichigo, ça fait pas le figure. 3. C'est bien son power-up, Antithèse, et la symbolique d'avoir le même shrift que Yuabachi est vraiment bien amené, mais au final, on n'a pas assez de matière à quantifier les propriétés d'Antithèse, surtout quand c'est The Balance en face. Et on nous vend Uryu comme un génie, une élite parmi les Quincy, mais on n'a pratiquement rien de concret pour analyser ses nouveaux pouvoirs et son talent. Aucun schéma visuel nous montrant Uryu s'entraîner à utiliser son nouveau shrift, ou même avec les autres Sternritter. Le seul truc que l'on voit du personnage, c'est qu'il boit au KLM une petite coupole de vin avec son padré, rien de plus. Surtout que quand à côté Ichigo, il a un traitement de roi, un entraînement avec la division 0, avec les 5 palais, etc., Uryu, ça fait pas le figure à côté. 4. Ses retrouvailles avec la B-Team et Ichigo. C'est là qu'Uryu aurait dû faire ses preuves et faire tenter de susciter une once de doute chez le lecteur. Là, je vais un peu spoiler le One Piece, donc ceux qui sont pas à jour sur l'anime Neo Time Code. Lorsque Sanji laisse pour mort Luffy, ou même quand Sasuke revoit Naruto après l'ellipse de 2 ans, ça c'est des retrouvailles bouleversantes, émouvantes, mémorables. On sentait ici, en l'occurrence pour Sanji et Sasuke, prêts à dépasser les limites pour accomplir leurs tragiques objectifs. Là, rien de tout ça. Alors que Kubo-san aurait pu nous faire un combat fanservice qui, personnellement, j'ai eu l'espoir qu'il puisse arriver à un Ichigo contre Uryu, les anciens rivaux qui n'ont d'autre choix que de croiser le fer sous la contrainte angoissante de Yuabachi à côté d'Ishida qui joue le rôle de rempart psychologique. En plus, un combat de rivaux, c'est quelque chose qui hype, qui fait parler, qui reste dans les mémoires, qui donne envie de continuer le manga jusqu'à cet événement clé. Mais rien de tout cela, le combat est expédié en 3 cases, même pas. C'est vraiment dommage. Ou une autre alternative qui aurait suscité chez moi une surprise, c'est que Uryu, toujours sur la contrainte de Yuabachi, fasse quelque chose de vraiment impardonnable pour au moins donner un semblant d'illusion auprès du lecteur. Blesser mortellement Chad ou Inoue par exemple avant de prendre la fuite. Enfin, dernier exemple avec Gin Ishimaru. Je ne savais vraiment pas quel était son véritable but. Et toutes les actions épouvantables qu'il a réalisées avant de nous dévoiler à tous sa supercherie envers Sosuke, ça c'était bien amené et remarquable. Là j'ai vraiment été sur le cul quand Ishimaru dérobe le Hogyoku. Ishida, c'était pas trop ça. Je ne parle même pas de Ryuken qui devint limite un personnage tertiaire faisant office de livreur Uber. Le gars il ramène une flèche et se barre, mais c'est n'importe quoi. Et après, Mayuri et sa liaison avec les Quincy c'est pareil, c'est évoqué 0 fois dans l'arc, et j'aurais aimé, et là c'est peut-être personnel, mais j'aurais aimé voir Ishida perdu dans ses émotions et ce qu'il doit faire, repenser à son grand-père et son serment, son éducation qu'il lui a ramené. Le personnage de Soken Ishida est évoqué 0 fois de tout l'arc, et ça je trouve ça très regrettable, au moins du point de vue de Uryu. Enfin, j'ai assez parlé, maintenant c'est à vous, c'est à votre tour de me donner votre avis sur Ishida. C'était une vidéo assez complexe puisque le personnage apparaît du tome 4 et on le revoit pendant pratiquement tout le temps. Donnez-moi votre avis en commentaire, est-ce que le personnage vous a plu, déplu? Est-ce que vous êtes content de son traitement en fonction des différents arcs? Dites-moi tout ça en commentaire. Je lance très bientôt la page Instagram de la chaîne, donc n'hésitez pas à aller la follow, je mettrai sûrement le lien en description. N'hésitez pas à rejoindre la page Twitter. Mettez-moi toutes vos questions-réponses, je me ferai un plaisir de les voir en commentaire. Et merci d'être resté jusqu'au bout les Nakama. Diana.